Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne. Bienvenue dans Dimanche en politique. Voici tout de suite le sommaire de l'émission avec une nouvelle formule cette rentrée. Chaque semaine, nous vous proposerons désormais terrain politique. Anthony Masto s'est rendu à Languélan dans le Morbihan pour voir comment la commune gérait aujourd'hui l'accessibilité des personnes handicapées. Nouveauté également avec le décryptage de la semaine. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'élection de Richard Ferrand au Perchoir. Mais le président de l'Assemblée nationale a-t-il aujourd'hui vraiment un pouvoir? Réponse avec notre politologue Thomas Frinon. Et puis notre invité de la semaine sera Carole Gandon, la référente de La République En Marche en Ille-et-Vilaine. Beaucoup la voient désormais comme une future candidate à la mairie de Rennes. Et c'est bien sûr elle qui a inspiré notre dessinateur, Loïc Schwartz. On va découvrir le dessin de l'émission ensemble. Bonjour Carole Gandon, merci d'avoir accepté notre invitation. Voici ce dessin, La parité en marche. On vous voit avec votre compagnon Florian Bachelier, qui je précise est député LREM d'Ille-et-Vilaine et premier questeur à l'Assemblée. Vous restez sur Rennes, lui va à Paris. C'est vrai qu'il y a à peu près 2 ans, vous avez fait une irruption fulgurante dans le paysage politique breton. À deux, vous formez un duo. Quand vous êtes engagé dans la politique en même temps, est-ce que vous avez pensé à toutes les questions qu'on vous poserait sur le duo que vous formez? Écoutez, ces questions, ce sont surtout les journalistes qui me les posent, et a fortiori les journalistes hommes. Moi, quand je travaille sur le terrain avec les militants, dans mes rencontres avec les acteurs du monde économique, du monde associatif, on ne me ramène jamais à cette situation personnelle. Vous êtes sur le mode, lui c'est lui, moi c'est moi. Mais évidemment. Mais plus généralement, ce qui me fait réagir quand même, c'est que le fait que cette question soit systématiquement posée en 2018, eh bien, ça pose le débat de la question de l'engagement féminin en politique. Et j'en profite d'ailleurs pour souligner qu'en Marche, on a essayé d'enclencher une démarche en faveur de la parité qui fonctionne bien, mais on n'a pas fini le travail. Moi, en Ille-et-Vilaine, j'ai encore besoin d'avoir des femmes. Je n'ai pas encore atteint parfaitement la parité. J'ai besoin d'avoir plus de femmes qui s'engagent. Et on a une difficulté, c'est vrai, lorsque on remarque que des marcheurs sont en couple, tous les deux adhérents. C'est souvent monsieur qui vient aux réunions le soir. C'est souvent madame qui laisse la place à monsieur lorsqu'il s'agit de prendre des responsabilités, de mener à bien des projets. Peut-être parce que quand on est une femme, on se sent coupable de ne pas être à la maison le soir avec les enfants. Eh bien, je leur lance cet appel aux femmes. On peut exister par soi-même en politique comme dans toutes les activités. Le message est lancé. Pour terminer sur ce dessin ambitieux, c'est souvent le mot qui revient quand on parle de vous, quand on évoque Carole Gandon. Est-ce que c'est un gros mot pour vous? Est-ce que pour vous, la politique est un projet de vie? Est-ce que vous avez déjà mis une date de péremption sur votre engagement politique? En Marche, on l'a toujours dit, la politique, ce n'est pas un métier, ce n'est pas une profession. Lorsqu'on exerce un mandat, qu'il soit électif ou non, c'est un temps qu'on consacre dans sa vie pour un engagement politique et pour servir l'intérêt général. Vous savez, quand vous quitterez la politique, vous êtes déjà donné un... Je n'en ai aucune idée. Pour l'instant, c'est un univers dans lequel je me sens bien et on a plein de défis à relever, plein de choses à faire et plein d'idées. Maintenant, pour ce qui est de l'ambition, c'est surtout une ambition pour la France, pour nos territoires, parce que notre pays a désespérément besoin d'être transformé et c'est ce que nous faisons. L'ambition et l'engagement. Il est temps de retrouver la première séquence de notre émission. Carole Gandon, un nouveau rendez-vous baptisé Terrain politique qui nous permet d'aller au plus près du quotidien et de la réalité, car la politique, c'est d'abord du concret. Alors pour ce premier numéro, Anthony Masto nous emmène à Languélan dans le Morbihan avec cette question: comment une petite commune aujourd'hui peut garantir au minimum l'accessibilité aux personnes handicapées? Regardez. Pour ce premier numéro de Terrain politique, nous avons pris la direction de Languélan. C'est là, en plein centre-Bretagne. La légende dit que Salomon, le roi des Bretons, y aurait été tué violemment par les Francs en 874. Aujourd'hui, c'est plutôt le calme qui prédomine dans la petite bourgade où vivent 400 âmes. Parmi elles, il y a Yvette. Elle tient le bar de l'amitié. Bonjour. Merci de nous recevoir. Il y a plein de choses à voir dans cette commune qui est petite. Énormément. Vous avez un maire qui sort du commun. Ah oui, parce que il est en fauteuil roulant. Il a fait le défi de monter le Kilimandjaro. Et là, en fin d'année, il doit aller en Amazonie. Tout ça pour défendre l'accessibilité en fait. L'accessibilité aux handicapés dans toutes les communes ici et ailleurs. Pour nous parler de son combat, Yann Jondot nous a donné rendez-vous dans sa mairie. Bonjour monsieur le maire. Bonjour, entrez. Il y est élu depuis 2014. Wow. C'est un grand plaisir.
J'étais international de tennis de table. J'étais en Jordanie quand je me suis présenté un petit peu accidentellement comme maire. On m'a appelé pour me demander si je voulais participer à une liste électorale. Et je dis OK, mais à partir du moment où je suis tête de liste. Ce n'était pas avec une prétention, mais c'était avec l'idée de se dire il est temps qu'on soit acteur et auteur de notre vie, nous autres personnes handicapées. Et je me suis rendu très très vite compte qu'en fait, l'action vers les personnes handicapées, vers l'accessibilité, permettait au reste de la population de mieux vivre. Et pour bien faire comprendre tous les enjeux de l'accessibilité à ses visiteurs, politiques ou journalistes comme nous, monsieur le maire a une habitude, les mettre à sa hauteur. Essayez de monter la petite côte là, vous allez voir, voilà, vous êtes là, et essayez d'ouvrir la porte avec votre main. Là, vous voyez, votre fauteuil il part, c'est vraiment pas facile. Et dans ces cas-là, on se retrouve quand même avec un organe de sécurité qui est embêtant. Si on fait vraiment la pente qui doit être à 2% maximum normalement, on arriverait à peu près au milieu de la chaussée là. Et c'est un passage donc. Ce qu'on a préconisé au niveau de l'État, c'est ce genre de petite sonnette, toute simple. Et comme ça prévient la personne dans le magasin. Coût de l'opération, 15 €, car trouver des idées simples et à moindre coût, c'est toute la démarche de Yann Jondot, pour que l'accessibilité puisse rapidement devenir à la portée de toutes les communes, même les plus petites. Et donc je vais vous montrer par exemple pour les toilettes ce qu'on a fait, parce qu'ils nous avaient préconisé un nouveau bâtiment. Pour une commune comme nous, c'est 20 à 30 000 €. C'est impossible. On a passé quelques temps avec un artisan du coin et on s'est dit comment on va faire. Et on a pris le fauteuil comme un outil, il a pris celui que vous avez là et on est rentré dans les toilettes. Cet espace circulaire-là n'existait pas. D'accord. De par une avancée de cloison des toilettes qui était trop proche et un énorme évier ici. Et voilà, donc avec 1300 €, on a réussi à faire ça. Dans sa commune, Yann Jondot a également voulu développer un habitat accessible. Alors tout est plein pied, vous voyez, jusqu'à l'arrivée en voiture, de façon à permettre à la personne de pouvoir se dégager et de bien rentrer. Des maisons où tout a été mis en place pour faciliter la vie des personnes à mobilité réduite. Alors donc il y a une entrée principale de l'autre côté. Bonjour Maria, tu vas bien? On a voulu faire des maisons adaptables. Ça veut dire qu'on a surélevé l'évier, par exemple, hein, Maria, hein, qui n'est pas en fauteuil, mais moi par exemple, vous avec le fauteuil, vous voyez, vous pouvez très aisément aller sous l'évier. L'idée de ces maisons est aussi de permettre aux personnes diminuées physiquement de pouvoir rester dans leur village. On cherche à plein pied parce que j'ai eu des problèmes vraiment de dos. Et sinon, vous seriez parti? Je cherchais, oui. Que ces administrés ne partent pas à cause de l'âge ou du handicap, c'est ce qui dirige une grande partie des décisions de Yann Jondot, quitte parfois à jouer avec les textes de loi, comme ici, autour de l'église. J'ai tout mis les dalles sur un lit de sable. Ça veut dire qu'ils sont démontables. Elles sont éphémères et du coup, c'est la police du maire. Ça veut dire que je prends la responsabilité et si les bâtiments de France viennent m'en parler, je leur dis écoutez, on peut démonter les dalles du jour au lendemain, ce qui est vrai. Mais pour l'instant, ça nous a permis à nous de rendre accessible notre commune, l'église qui est quand même très fréquentée, pour un budget très modique. Toutes ces idées, Yann Jondot les porte au sommet de l'État. Il a rencontré le président du Sénat, puis celui de l'Assemblée nationale. Il aimerait à terme qu'un label soit développé pour mesurer les efforts des communes en matière d'accessibilité. Un label qui serait visible à chaque entrée de ville ou de village en fonction des efforts engagés par chacun. Des trucs positifs. Alors Carole Gando, un commentaire sur ce reportage que l'on vient de voir. Yann Jondot nous prouve qu'avec peu de moyens, finalement, on peut faire changer beaucoup de choses. C'est une leçon, non ? Ouais, c'est une leçon de gestion. Très positif et très inspirant. C'est bien de partager des bonnes pratiques comme ça. Vous devriez faire plus souvent des émissions comme ça. On va faire toute l'année. C'est une très bonne idée. Non, plus globalement, ce que montre votre reportage, c'est que sur les questions du handicap et de l'inclusion de façon plus générale, il ne faut pas systématiquement les aborder sous l'angle de la contrainte, mais aussi de l'opportunité. Là, ce que fait le maire de Langoëlan, c'est qu'il assume de rendre visibles des personnes, des minorités, il les inclut dans la ville et je trouve que c'est extrêmement positif. Quand on s'applique à mettre en œuvre des normes pour l'inclusion des personnes handicapées, eh bien il faut être pragmatique, il faut s'adapter aux réalités du terrain et parfois être créatif. Alors justement, concernant l'accessibilité des personnes handicapées, il y a une montée au créneau en juin dernier des associations par rapport à la loi Elan qui a été votée par les députés de la majorité. Loi Elan à traduire évolution du logement et aménagement numérique. Votre majorité a voté le passage de 100 à 10% de logements accessibles pour les personnes handicapées dans les constructions neuves. 100 à 10%, c'est un virage total. Il y a eu incompréhension des associations qui s'occupent des personnes handicapées. Alors,
pas toutes en réalité. Il y a eu effectivement certaines réactions dans l'opinion, mais les professionnels, beaucoup de professionnels connaissent les chiffres et connaissent la réalité. Et de fait, la loi Elan, en fait, elle fait quoi? L'objectif, en premier lieu, de cette loi, c'est d'accélérer la mise sur le marché et l'offre de logements, la construction de logements. Il faut déverrouiller le marché de la construction pour amener davantage de logements sur le marché. On a en France un problème de mal logement avec 4 millions de mal logés et donc il était urgent d'agir. On ne pouvait pas continuer comme avant. Ce que fait la loi Elan en effet, c'est qu'elle ramène à 10% la part de logements adaptés. Il faut rappeler qu'effectivement cette part de 100%, elle avait quand même permis d'amorcer un certain nombre de logements. Beaucoup de nouveaux logements adaptés donc, sont arrivés sur le marché. Et rassurer les personnes concernées. Absolument. Et si on regarde des chiffres, très concrètement, on a aujourd'hui en France, je crois, près de 9 millions de personnes handicapées. Mais si on s'attache à la question de la mobilité réduite, c'est 800 000 personnes. Et j'ai regardé les chiffres, moi, de la construction. Les logements neufs qui arrivent chaque année, c'est à peu près 410 000 logements par an. Donc, vous voyez qu'on a un ratio qui, finalement, reste correct. Alors, il y a encore beaucoup à faire, mais rappelez-vous que les 90% restants des logements sont adaptables. Donc, à terme, on doit trouver des solutions pour toutes les personnes à mobilité réduite. On va parler de la ville de Rennes, qui est bien sûr dans le viseur de votre mouvement pour les prochaines élections municipales. C'est en 2020. Alors, il faut bien sûr bâtir un projet quand on choisit d'être candidat pour la gestion d'une ville. Alors, vous avez lancé un diagnostic qui s'appelle « Connaître ma commune », c'est ça? Il sera prêt quand, ce diagnostic sur la ville de Rennes? Alors, moi, c'est vrai qu'avec mes missions de référente départementale, j'ai pour objectif de renforcer l'ancrage local de notre mouvement et puis de préparer les échéances électorales futures. Vous avez organisé autour de vous un shadow cabinet, c'est-à-dire avec des spécialistes qui travaillent sur plusieurs questions? Non, il n'y a pas de shadow cabinet du tout. Il y a une équipe de marcheurs et d'experts qui effectivement viennent contribuer. Mais la démarche de diagnostic local, elle est très importante puisque c'est la méthode qui est la nôtre, c'est celle qu'on avait déjà déployée lors des élections présidentielles. D'abord le diagnostic, ensuite le projet et ensuite seulement la liste et les personnes. Alors on va tester vos idées justement concrètement sur deux questions qui font débat depuis plusieurs mois à Rennes, l'aménagement urbain et la sécurité. On va commencer par l'aménagement urbain avec un cas concret, le fameux parking Vilaine que les Rennais connaissent bien, c'est celui qui longe le grand magasin des Galeries Lafayette et qui arrive sur la place de Bretagne. Il y a deux options aujourd'hui, soit on supprime les places de stationnement pour redécouvrir la Vilaine, pour la Vilaine l'inclure à nouveau dans la ville, ou alors justement maintenir ce parking pour ne pas faire mourir le commerce du centre-ville. C'est ce que dit l'opposition municipale. Nathalie Appéré l'a même reconnu, je ne sais pas quoi faire avec le parking Vilaine, et vous? Alors, encore une fois, aujourd'hui, on est dans une phase de diagnostic. L'heure n'est pas à dévoiler des projets et des idées. Une idée quand même. Alors, sensibilité plutôt écologiste ou plutôt, on va dire, économique pour garantir... L'aménagement urbain, effectivement, il nécessite de considérer la ville comme elle est, c'est-à-dire en mouvement. Elle n'est pas figée et il y a des équilibres à trouver entre l'immuable, le patrimoine et puis la création, le mouvement. Là, on est dans le en même temps, là. Absolument, absolument. Et ça, je pense que ce sera la philosophie qui sera la nôtre aussi pour les échéances locales à venir. Essayer de ne pas opposer les piétons et les voitures, les commerçants et les riverains, et effectivement voir si on peut construire un cœur de ville qui va s'étendre de façon équilibrée. Sur le parking Vilaine, moi je n'ai pas de réponse, comme je vous dis aujourd'hui, technique, mais simplement... La Rennaise que vous êtes, qu'est-ce qu'elle pense? La Rennaise que je suis, eh bien, si vous voulez, je trouverais intéressant, mais c'est vraiment une idée comme ça, mais je trouverais intéressant de faire du en même temps. C'est-à-dire de conserver les places de parking s'il est avéré qu'elles sont nécessaires. Et là, il faudrait effectivement auditer, vérifier les capacités des autres parkings du centre-ville. Mais s'il s'avère qu'en effet, on a une vraie problématique de stationnement, pourquoi ne pas recouvrir ce parking avec une promenade végétalisée qui permettrait en effet de reconnecter les 4 points cardinaux de la ville? Une première idée. Peut-être une opinion plus tranchée sur la question de la sécurité. Alors ça tombe bien puisque cette semaine, l'ancien patron du RAID, le député LREM Jean-Michel Fauvergue, a remis au Premier ministre un rapport demandant l'armement obligatoire des policiers municipaux dans la métropole rennaise. C'est une piste. Le rapport il propose parmi beaucoup d'autres propositions. Alors pour l'instant, c'est aux communes de choisir si leurs policiers municipaux sont armés ou non. Au sein même de la métropole rennaise, on a des avis différents et des expériences différentes. Écoutez. Les policiers municipaux à ces centres-villes ne sont pas des cow-boys. Voilà. Et je dirais aussi, aujourd'hui, ce sont quand même les policiers municipaux qui sont les premiers intervenants sur les incidents dans une commune. Donc c'est rassurant pour eux d'avoir cet armement.
Chaque personne qui a un uniforme sur le dos est une cible des terroristes. Donc on ne voit pas d'inconvénient à ce que la police municipale soit armée. Maintenant, c'est plutôt dans l'armement, c'est dans le suivi, dans le recrutement et dans le suivi de l'armement et des tirs des policiers municipaux qu'il faudra là être très vigilant. La police nationale, c'est de lutter contre la délinquance. Je pense que tout le monde sera d'accord. Et la police municipale, c'est ce qu'on appelle une mission de tranquillité publique. Et très honnêtement, la police municipale, pour assurer ses missions, n'a pas besoin de l'armement, au sens armement létal, comme on l'appelle. Alors, Carole Grandon, armer les policiers municipaux, est-ce que c'est rassurer la population finalement ? Alors, armés, ils sont déjà armés. Les policiers municipaux à Rennes, ils sont équipés avec des tonfas, ils ont des bombes lacrymogènes, parfois des caméras piétons aussi. C'est pas une arme létale en effet, mais de fait, ils ont déjà un dispositif. Et je sais qu'en effet, certains agents réclament la mise à disposition d'armes létales. C'est un débat qui est très global, qui ne se pose pas qu'à Rennes, et le rapport Fauvergue l'a montré, avec beaucoup d'autres pistes qui sont explorées. Je pense que ce qui est très important, c'est effectivement d'écouter aujourd'hui ce que nous disent les agents. Et d'ailleurs, j'en profite pour insister sur un point aussi, c'est la nécessité de leur redonner de la reconnaissance dans leur mission et de retisser un lien entre les habitants et leurs forces de sécurité, parce que ce lien, il est rompu à Rennes comme ailleurs. On a une vraie problématique autour de ce sujet du lien de confiance et de la reconnaissance. Justement, depuis 2 ans, l'insécurité est en hausse à Rennes, notamment place de la République, qui était un point de, on va dire, je cherche le mot, un point de tension avec notamment les mineurs isolés. Les chiffres montrent la hausse des coups et des blessures, hausse des dégradations, hausse du trafic de stupéfiants. Est-ce que vous considérez que là, c'est l'échec de la police de proximité mise en place depuis plusieurs années par la mairie de Rennes ? C'est un échec pour vous ? Alors, il n'y a pas d'échec. Il y a un défi grandissant dans beaucoup de métropoles de taille équivalente. On se trouve confronté à ces problématiques de violence et d'insécurité. On a un phénomène aussi qui est celui des mineurs isolés, qui est effectivement très complexe à adresser. Ce qui est important, c'est de mettre en place un continuum entre la prévention, la médiation et la sanction. Et c'est l'objectif d'ailleurs de la police de sécurité du quotidien qui a été lancée là au printemps dernier et déployée d'ailleurs sur Rennes à moyens constants. Je pense qu'elle va apporter des réponses. Il faut une collaboration étroite entre les forces de la police municipale, nationale, la justice et les citoyens aussi. Rapidement, vous aviez dit il y a quelques mois, les policiers ne sont pas des cow-boys. Regardez cette image qu'on a vue sur les réseaux sociaux. C'est une image prise à l'entrée du Stade Rennais à l'occasion d'un match de Ligue 1 début septembre. Est-ce que c'est une maladresse, ces policiers qui ont une tête de mort sur leur t-shirt, qui sont en service, ou qui mettent back of anarchy, retour de l'anarchie, est-ce qu'ils doivent être sanctionnés ? Ça rejoint le point que j'évoquais tout à l'heure sur ce problème de la reconnaissance et peut-être de l'identité des fonctionnaires de police qui effectivement n'ont pas aujourd'hui nécessairement une fierté d'exercer leur métier, ou alors justement la compensent avec peut-être une espèce de fierté un petit peu déplacée. Je pense qu'il faut leur redonner la place qui est la leur. Ils sont des hommes et des femmes au service de notre protection, et s'ils avaient un petit peu plus dans leur quotidien de respect, vous savez, les taux de suicide dans la police sont extrêmement importants, plus élevés que dans les autres professions. Donc il est important de renouer ce lien avec eux, et je pense que ça apaisera le niveau global de tension. Je vous pose quand même la question, est-ce que vous serez candidate à la mairie de Rennes ? Encore une fois, nous sommes dans notre méthode, nous tenons à notre méthode en phase de diagnostic. Est-ce que la méthode prévoit des alliances, plutôt à droite ou plutôt à gauche ? Est-ce que vous allez travailler, par exemple, avec la majorité municipale sortante ? Alors, vous savez, En Marche, c'est le « en même temps ». On l'a dit, c'est devenu un gimmick. Mais concrètement, c'est le contraire de l'entre-soi. C'est le contraire de la tour d'ivoire. Donc, on travaille avec tous ceux qui souhaitent dialoguer, travailler avec nous, les membres de la société civile, les associations, les enseignants, tous les profils aujourd'hui, et y compris chez les élus ou les membres actuels de la municipalité, qui sont les élus de l'opposition ou de la majorité. On travaillera avec tous ceux qui souhaitent... Alors, il y a un élu de l'opposition municipale qui a été lui aussi, il y a quelques années, tête de liste aux élections municipales pour la droite et le centre, qui a souhaité vous poser une question. C'est Loïc Lebrun. On l'écoute. Carole Grandon, bonjour. Vous souhaitez vous présenter à la mairie de Rennes aux prochaines élections municipales. Finalement, qu'est-ce qui pourrait vous faire perdre cette élection ? Alors, comme je dis, aujourd'hui, je ne suis pas candidate. L'inexpérience peut-être. Vous n'avez jamais eu de mandat, vous n'avez jamais géré une collectivité. Est-ce que c'est un handicap ?
Écoutez, ça fait plus d'1 an aujourd'hui que je suis à la tête de ce mouvement en Ille-et-Vilaine. Je coordonne des équipes. Vous l'avez rappelé, on a près de... on va en parler tout à l'heure, mais on a plus de 2500 marcheurs actifs sur le département. J'ai été amenée à confronter mon point de vue, à mener à bien des projets. Et ce qui compte, c'est les idées et l'équipe que nous allons rassembler autour de nous. Et les marcheurs vont bien, parce qu'on sent une petite dépression poindre dans pas mal de comités locaux. Les sondages de popularité sont plutôt mauvais actuellement pour l'exécutif. Il y a eu l'euphorie de la victoire à la présidentielle. Les difficultés sont arrivées, l'affaire Benalla cet été, la démission de Nicolas Hulot. Comment vous arrivez à entretenir tout ça ? En Marche va très bien, je vous rassure. Dans le département, on a une vitalité qui est vraiment remarquable. Si vous regardez les chiffres de la Grande Marche pour l'Europe au printemps dernier... Vous êtes la première force politique du département. Oui, absolument. Et ce sont plus de 4000 portes qui ont été frappées. On a des événements toutes les semaines qui sont remplis. On a l'Institut de formation Tous Politiques qui a été lancé en Ille-et-Vilaine à Vitré au mois de juillet avec un programme de conférences et de formation pour les citoyens qui sont organisés. Non, mais il y a plein de choses. Il y a des projets citoyens, on a une dizaine de projets citoyens. Souvent, quand on va sur votre site internet, les inscriptions sur les ateliers ne sont pas hyper nombreuses. Non, mais parce que les gens n'utilisent pas nécessairement la plateforme, mais venez dans nos événements, ils sont ouverts et vous verrez que les salles sont pleines. On arrive à la dernière partie de l'émission. On va revenir sur un des faits politiques de la semaine et nous avons choisi, bien sûr, l'élection de Richard Ferrand à la présidence de l'Assemblée nationale. Elle avait lieu mercredi. Petit retour sur cette séquence. Richard Ferrand doit certainement goûter ce moment. Ses pairs députés de l'Assemblée nationale qui l'applaudissent debout. Rappelons tout de même que Richard Ferrand a recueilli 254 voix alors que son seul groupe, La République En Marche, compte 312 députés. François de Rugy, son prédécesseur au perchoir, avait obtenu un score plus large de 353 voix, incluant certes à l'époque les voix du MoDem. Mais l'affaire est faite, le voilà élu au perchoir, un poste qu'il brigue depuis longtemps. Plus tôt dans la journée, il est à son bureau pour peaufiner son premier discours. Fidèle parmi les fidèles à l'idéologie de son mentor Emmanuel Macron, il prône le mouvement, la réforme, une marche déjà engagée par François de Rugy. Pour ma part, je veux marcher dans ses pas, mais aussi travailler à une refonte de notre règlement intérieur qui comporte pas mal d'archaïsmes. Mais pour que ça marche, il faut le faire dans un certain consensus avec mes collègues présidents de groupe. Richard Ferrand prend ainsi les clés de la 4e fonction la plus importante de l'État, un poste qu'il a déclaré entendre tenir jusqu'aux prochaines présidentielles, malgré le turnover souhaité par l'exécutif tous les 2 ans. Et quant à l'affaire des mutuelles de Bretagne, toujours en cours d'instruction, il a fait savoir qu'il ne démissionnerait pas, quand bien même serait-il mis en examen. Alors on va revenir bien sûr sur cette élection de Richard Ferrand au perchoir. On va décrypter le nouveau président de l'Assemblée nationale. A-t-il vraiment un pouvoir ? Voici le décryptage avec notre politologue. Et c'est Thomas Frino qui va nous donner quelques explications cette semaine. Bonjour Thomas. Bonjour Robin. Alors, le président de l'Assemblée nationale, est-il un roi sans couronne ou est-il dans un royaume sans couronne ? On inverse, on peut faire les choses. Royaume sans couronne, oui, si on veut mettre l'accent sur le fait que les prérogatives du président, finalement, restent relativement modestes, que le pouvoir personnel n'est pas si important que ça, mais tout dépend aussi du titulaire de la charge. Tout dépend de la surface politique que vous engagez. Chacun sera son idée sur ancien président Philippe Seguin, par exemple, ou Laurent Fabius, et puis hier François de Rugy, aujourd'hui Richard Ferrand. Est-ce qu'ils engagent la même surface politique ? Mais par contre, ce qui est clair, et ça c'est la principale limitation du pouvoir, c'est que c'est une couronne sans royaume. C'est tout le problème de la Ve République, celle d'une marginalisation totale du Parlement au profit d'un renforcement de l'exécutif. Est-ce que la révision constitutionnelle qui sera bientôt débattue va changer les choses ? Oui, alors là, je dirais que j'attends de voir, parce que vous savez, des révisions constitutionnelles dans le sens d'un renforcement, il y en a eu quelques-unes. Et la dernière importante, ça a été celle de 2008. Mais souvent, ça reste très cosmétique. Ça permet de rééquilibrer un tout petit peu les choses, mais jamais à la hauteur d'un Parlement, je dirais, très actif. Du haut du perchoir, le président est plutôt un arbitre ou reste un chef politique ? Il me semble que ce n'est pas un chef, c'est plutôt un arbitre, une sorte de primus inter pares, vous savez, de premier d'entre les pairs, un super géo, pour faire un clin d'œil au Club Med, c'est-à-dire un super organisateur, en quelque sorte, de tout le travail parlementaire, et puis aussi des fonctions codifiées par la Constitution dans tout le travail relationnel. Par exemple, il est consulté si le président veut dissoudre l'Assemblée nationale, ou il va avoir un pouvoir de nomination pour les juges constitutionnels. Il peut les saisir, il le fait très peu. Ou alors, il peut demander avec le président du Sénat à mettre en place ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, qui réunit des députés et des sénateurs pour tenter une conciliation sur un texte. Donc, il a un pouvoir interne et un pouvoir externe.
4e personnage de l'État. Politiquement, c'est quoi? C'est en général un bâton de maréchal ou un tremplin politique? Un tremplin, c'est souvent des personnalités qui avaient une carrière politique quand même déjà assez forte derrière. Enfin, longtemps, en tout cas, ça a été comme ça. Après, pour Richard Ferrand, c'est peut-être plus un tremplin, mais Richard Ferrand, on sent que ça a été un petit peu compliqué depuis l'élection, depuis quelques affaires qui ont tourné autour de sa personne. Il était au gouvernement, il en est sorti. En tout état de cause, pour lui, ça peut être un nouveau tremplin. Merci Thomas. Une dernière question pour conclure avec vous, Carole Grandon. Vous avez parlé de parité tout à l'heure. Il y avait des candidates femmes au perchoir. C'est un homme qui est à nouveau au perchoir. Jamais une femme n'a été présidente de l'Assemblée nationale. Voilà, pour un mouvement politique qui met très haut la parité dans ses revendications et dans ses objectifs, c'est pas un échec là? Ça, c'est des critiques qu'on a entendues en effet dans la bouche des oppositions, qui elles-mêmes, dans les mandatures précédentes, avaient eu l'occasion de présenter des femmes et d'élire des femmes lorsqu'elles étaient et vous n'avez pas saisi l'occasion. Elles ne l'ont pas fait. Richard Ferrand a été élu président de l'Assemblée nationale et surtout il a été élu candidat du groupe La République En Marche qui est constitué à 47% de femmes. Il a été très bien élu que François de Rugy. Au premier tour, à 65% des voix. De moins quand même, 99. Non, mais de fait, il a été très bien élu. Il est passé dès le premier tour et surtout, je veux rappeler qu'il a été quand même l'architecte du mouvement En Marche et que c'est grâce à lui aujourd'hui si on a la moitié des commissions qui sont présidées par des femmes et si on a ce groupe qui est aussi bien paritaire. Merci beaucoup Carole Grandon d'avoir inauguré pour cette rentrée la nouvelle formule de Dimanche en politique, émission que vous pouvez revoir en replay sur notre site bretagne.france3.fr. Tout de suite l'édition de la mi-journée avec Stéphanie Lagrosse. Merci pour votre fidélité.